Salam alaikum Azul, bonsoir. Deuxième partie aujourd'hui de la couverture spéciale de la célébration de la fête nationale de l'indépendance et de la jeunesse. Hier, si vous vous en rappelez, si vous avez suivi l'émission, j'ai demandé à mes invités de revenir aujourd'hui. Malheureusement, Saïd Aknin ne peut pas, il est parti en voyage, je vous dirai plus tard où. Sadr Selam va arriver dans un petit moment. Brahim Senoussi est avec nous ici. Merci, Brahim Senoussi, d'être revenu. Alors, commandant Azdin, en principe, est avec nous, et Sofiane Gilali qui vient de nous rejoindre. Et nous aurons aussi Khadija Nemar, une juriste qui se trouve à Genève et qui va nous parler d'un problème assez grave pour la délégation algérienne au sujet d'une rencontre sur les droits de l'homme en Algérie. Commandant Azdin, est-ce que vous êtes des nôtres aujourd'hui? On n'a pas encore réussi à le joindre, j'espère qu'on va pouvoir. Sofiane Gilali, vous êtes avec nous? Je suis avec vous aussi, Jamal. Merci de nous avoir rejoints, Sofiane Gilali. C'est moi. Alors, Sofiane Gilali, hier, on a fait un peu l'état des lieux, la situation telle qu'elle était, telle qu'elle s'était dégradée depuis 62, et Dieu sait qu'elle a commencé à se dégrader dès 62, seulement ça se faisait à petits pas, si je peux dire, puis de plus en plus grave, de plus en plus scandaleux, de plus en plus de turpitude, jusqu'à arriver à la situation où nous sommes aujourd'hui, où nous collectionnons les scandales au point où ils n'interpellent plus, où ils sont devenus tellement banals, que les gens ne lisent même plus les unes des journaux, hein, pour vous dire. Et donc aujourd'hui, nous avions convenu, mes invités et moi, d'essayer de parler un peu de ce qu'il convient de faire pour l'avenir, des perspectives, de ce qu'il convient de faire, d'essayer de créer une synergie, et je crois que vous êtes un peu dans cette attitude vous-même et vos amis, pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Alors, Sofiane Gilali, vous-même, quel état des lieux faites-vous vous-même et que pensez-vous que nous devrions faire? Et je rappelle à mes invités que vous êtes le président de Jil Jadid, que vous êtes en ce moment sur une dynamique qui s'appelle Al-Mouatana et que vous nous avez demandé de ne pas trop vous retenir parce que vous avez affaire. Sofiane Gilali. Ben écoutez, c'est Jamal, votre question est extrêmement complexe et ça demande une réponse un peu plus réfléchie. Vous savez, l'Algérie est à un tournant. Il y a une histoire longue qui se dessine pour le pays. Depuis au moins 1962, le pays a une propre dynamique d'évolution. Il y a ce que l'homme politique peut faire, mais il y a ce que c'est la société elle-même qui assume comme évolution. Alors, dans le fond, la société algérienne a énormément changé. Elle est en pleine mutation. Et quand on parle de mutation d'une société, c'est une société qui change de perception du réel. Elle se comporte différemment par rapport aux problèmes qui se posent. Par exemple, la société algérienne aujourd'hui a complètement changé dans ses rapports entre les citoyens, entre les membres d'une même famille, entre les citoyens et les gouvernants, etc. Et tous ces changements sont structurels, sont très profonds et ils posent souvent des problèmes de gestion assez graves. Alors, d'un autre côté, l'homme politique est interpellé pour essayer de dénouer ces problèmes complexes qui se posent au quotidien, mais sans avoir toujours la possibilité d'agir sur le fond du problème. Alors, mettons de côté, pour ne pas aller très loin, les questions de société, on aura peut-être l'occasion un jour de les aborder, et regardons de plus près ce que peut faire l'homme politique aujourd'hui. Il me semble que les gros problèmes qui se posent à nous et qu'on peut essayer d'aborder, et que d'abord il faut rassembler les gens de bonne volonté. Or, les gens de bonne volonté aujourd'hui sont dispersés, non pas seulement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des objectifs communs, mais parce qu'ils n'ont pas toujours les outils de travailler en commun. Il est très difficile en Algérie d'apprendre à travailler, de collaborer en équipe. Mais Sofiane Gilali, oui? Pardonnez-moi de vous interrompre. Moi, j'aime beaucoup votre approche
presque khaldounienne d'analyser les phénomènes et les cas sociétaux. Mais quand vous... Je ne comprends pas comment vous pouvez faire ce distinguo entre la société, dont vous nous expliquez qu'elle est un peu, j'allais dire qu'elle part dans tous les sens, qu'elle a été vidée de ses valeurs, dont on a extirpé sa façon d'être, son être profond, son être collectif. Et de l'autre côté, vous nous parlez de cette classe politique comme si les deux pouvaient être différenciés. Mais les uns viennent de l'autre. On ne peut pas demander à la classe politique d'avoir une vision, de s'atteler à un objectif, de créer une synergie, dans le moment où la société est profondément, je ne dirais pas malade, profondément affectée par ce qui lui arrive, par toute cette vieille mémoire de colonialisme, de despotisme, de turpitude. Bien sûr, c'est vous poser exactement le problème tel qu'il doit l'être. La classe politique n'est que le résultat de la société. Or, la société est profondément déstabilisée parce qu'elle avait une vision, une perception du monde jusqu'en 1962 et qui a été depuis très fortement bousculée. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre le choc de la modernité. Ça entraîne une crise des valeurs et des croyances. Et donc, bien entendu, les dirigeants politiques ont une large responsabilité dans ce qui se passe, mais nous sommes tous un peu embarqués dans ce même bateau qui est devenu ivre, et il faut maintenant rassembler nos forces, nos énergies, nos intelligences pour essayer de remettre ce bateau à flot et le diriger et l'emmener à bon port. Mais comment Soufiane Djilali, les téléspectateurs qui nous regardent me posent toujours la question, me disent, vous proposez des solutions, mais vous ne nous expliquez pas comment. Comment peut-on demander à une société totalement dispersée, pour ne pas dire dissoute, comment peut-on demander à un champ politique qui a été vidé de toute substance réelle? Le régime a fait en sorte que si demain il y a une capacité, j'allais dire, à la contestation, elle ne pourra se rallier autour d'aucune force. Le régime a fait en sorte de faire le vide. Et les seules forces, si tant est que ce sont des forces qui sont en présence, sont des forces qui sont au râtelier, pour dire les choses comme elles sont. Comment faire pour que ces synergies, dont la vôtre, par exemple, le Mouatana, puissent rallier autour d'elles une partie de la population, du moins, et pouvoir porter cette contestation politique de façon claire? Comment? Vous ne nous dites pas comment. En essayant de renouer le fil entre ces personnes qui constituent un peu l'élite, même si elle est marginalisée, même si elle est faible, mais c'est ça le sens du combat politique. C'est quelques personnes qui ont cette volonté, qui peuvent incarner une conscience du peuple et qui peuvent petit à petit renouer les fils entre ces bonnes volontés, entre ces bonnes âmes. C'est là où intervient la volonté positive. Malheureusement, très souvent, on rencontre dans le champ politique des hommes qui ont une tendance nihiliste, qui veulent abattre tout ce qui bouge sans comprendre ce qui se passe. Mais il reste, et je suis profondément convaincu, que cette volonté-là va primer, que des hommes et des femmes vont se réunir. C'est ce que nous faisons dans Mouatana. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est l'expression d'une expérience sur le terrain. Donc là, nous réussissons petit à petit à former un creuset d'hommes et de femmes qui seront capables de porter un discours et qui petit à petit autour d'eux va se former un nouvel idéal, une nouvelle volonté, un nouveau désir d'avenir. Soufiane Djilali, merci. Vous nous avez demandé de vous libérer un peu tôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, M. Jamal. Merci. Commandant Azdine, merci d'être revenu parmi nous. Oui. Ahlan bik, c'est Azdine. Alors, commandant Azdine, voilà Soufiane Djilali qui était avec nous, qui est à la tête d'une dynamique, j'allais dire d'une synergie, puisqu'elle est composée de plusieurs personnalités qui sont dans l'opposition, qui cherchent à faire bouger les choses. Il nous dit que c'est possible, c'est encore possible
de faire bouger les lignes à condition de s'impliquer, de s'engager, d'aller à la société, pour ne pas dire d'aller au peuple. Mais CSD, moi ce que je voulais vous demander, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils font l'état des lieux, vous disent ah, hier, du temps de Boumedienne, du temps de Chadli, c'était mieux qu'aujourd'hui. Ils font ce genre de comparaison. Moi, personnellement, je crois que la dégradation a commencé tout de suite après l'indépendance, tout de suite après ce fameux enthousiasme, cette joie d'une délivrance tant attendue. Mais sauf que ça commençait à se dégrader doucement. Ça se dégradait au ralenti. Et puis, comme il n'y avait pas le fameux catalyseur, qui est l'argent, pour corrompre, pour faire opérer cette corruption de masse, on ne voyait pas les choses s'altérer. Sauf qu'avec le temps, ça s'est accéléré et qu'avec l'argent, ça a pris des allures folles. Moi, c'est ce que je crois du moins. Et vous, commandant Asdin? Eh bien, c'est juste comme analyse. D'abord, je voudrais, avant de commencer, juste féliciter Djilali, qui vient de passer Dorka. Gilles Jadid. C'est un homme merveilleux que je connais depuis longtemps et je voudrais les encourager dans leur démarche. Maintenant, à mon avis, je vous remercie, Thomas. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien vous me rendez espoir, عمو. شوف كاين حكايه تاع زوج كلاب حاشاك دو شيان واحد جزائري واحد ليبي هذاك الجزائري رايح ليبيا وتاع ليبيا جاي للجزائر تلاقوا في الصحراء الكلب الجزائري قال للليبي قال له وين رايح يا صاحبي قال له جاي يا صاحبي كاش ما ننبح ماذا بيا نجي ننبح ما نجمش ننبح في ليبيا وانت يا الجزائري قالوا انا رايح كاش ما ناكل لا انا ما كانش هذا الجنتاب شوف ما كنقول لك واحد الكلمه 55 ans. J'adore vos histoires philosophiques. C'est vraiment touchant et vous allez au cœur et au droit, au plus profond de l'être. Oui. 55 ans après l'indépendance, j'aimerais, ya Ibadallah, avoir un président jeune, un président مزوج marié, un président qui عنده دراري, un président qui soit instruit 55 ans après, et ils aiment céder au moins le bac pour pas dire universitaire. Et surtout qu'il soit en bonne santé. Il s'adresse directement à son peuple de vive voix, mis par télégramme. Il monte les escaliers, deux par deux, comme je vois partout sur la télévision, je vois les autres présidents, sans qu'il soit aidé par qui que ce soit. Je voudrais voir un président, après 55 ans d'indépendance, qu'il soit élu démocratiquement. Oui, mais CSD, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il convient de faire. Je compte sur vous, l'homme historique, l'homme qui a été parmi ceux qui ont permis à ce pays de se libérer, si tant est qu'il a été libéré vraiment. Je compte sur vous et nous comptons tous sur vous pour éclairer notre chemin, nous dire ce qu'il faut faire maintenant. Le beki an al-atlal, comme on dit, pleurer sur des ruines ne sert à rien. Maintenant, il nous faut sauver ce pays et ce pays est en vrai danger. Il est quasiment en danger de mort. Aujourd'hui, qui aurait dit il y a quelques années, CSD, qui يجي نهار وين يكون حركة انفصالية, un mouvement séparatiste dans ce pays? Vous l'auriez dit, vous, il y a quelques années? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire,
CSD, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ce pays? شوف عمو معيت نخمم الحل الوحيد c'est qu'il faut se mobiliser, il faut trouver des واحد il faut chercher l'initiative مش نية 84 ans عمو on me crée des problèmes quotidiennement parce que نعرفهم هادوما. Quelqu'un qui te pose un problème, leur tactique, il faut lui en poser 3 ou 4 pour qu'il te laisse. واش تحب ندير اخويا؟ J'ai 84 ans, j'ai pitié pour ce peuple. Ce peuple-là a fait une guerre très dure. Ce peuple-là, au lendemain de l'indépendance, il a encore versé le sang de ses enfants. Le FFS avec le Haïd, ou la crise de 88, etc., etc. واش تحب نقول لك اخويا؟ Restez avec nous, CSD. Je prends un truc تاع بوتفليقه. Je reviens à vous dans un moment. Brahim Snoussi. Commandant Sdin, et d'ailleurs, tout le monde dit qu'il faut se mobiliser. Comment? Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir comment. Oui. C'est ça la question. Oui. Je voudrais juste faire un petit aparté, un retour en arrière pour élargir un peu la perspective. Oui. Des fois, le passé, il est porteur de choses que nous ignorons, enfin que nous ne savons pas toujours, mais qui peuvent nous être utiles. Bien sûr. Par exemple, entre autres, la France a commis plusieurs vilainies en Algérie qu'il est inutile d'énumérer ici. Mais il y en a une en particulier qui a pesé d'un poids très lourd et qui continue de peser aujourd'hui. C'est qu'en 1843, la France a nationalisé les biens Habous. Ça n'a l'air de rien. Ouais. Sauf que les biens Habous servaient à l'entretien les produits des biens Habous servaient à l'entretien des cimetières, aux mosquées et surtout à l'éducation. Ils servaient à payer les instituteurs. Il y avait des centaines d'écoles en Algérie qui fonctionnaient grâce aux biens Habous. Ce jour-là, la France a fait de l'Algérien un être dépourvu de connaissances, voué à l'ignorance, voué à être une figure du décor, d'accord, de la population européenne. Et nous n'en sommes pas sortis. En 1900, si on regarde les statistiques françaises, à l'aube de la libération, il y avait 85% d'analphabètes en Algérie. Vous n'étiez pas venus pour nous civiliser, messieurs? Non. Le différentiel d'espérance de vie, 25 ans pour les Algériens, 25 ans de différence entre l'espérance de vie d'un Algérien et l'espérance de vie d'un Européen. 25 ans de différence. 25 ans de différence. Les gens mouraient de poux, de faim, la gale, de froid, de gale. Bien sûr, oui. Il y a une image terrible, franchement, il y a une image terrible, parce que les images, c'est les Français qui les ont construites. Et nous regardons ces images et nous les accaparons. C'est dommage. Par exemple, il y a une image dont je me souviens, c'est un petit film qui passe comme ça sur Palestro. On a évoqué Ali Khodja hier. Il y a un petit film qui est passé comme ça, furtivement à une télévision, je ne sais plus laquelle, en France, qui montre de jeunes gens, beaux jeunes gens, n'est-ce pas, bien habillés, etc., qui partent en expédition à Palestro. Alors on sait que nous, parce qu'on connaît la fin de l'histoire, nous savons que ces gens vont mourir. Et quelque part, on a mal pour eux, malgré tout, parce que c'est des jeunes gens. Ils ont des familles, etc. Et puis ils se retrouvent là, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, et on sait qu'ils vont mourir. Ce sont des soldats. Ce sont des soldats, des appelés. Des conscrits, comme on dit. Absolument, des conscrits. Première image. Et donc, il y a une espèce d'élan, un peu comme ça, de sympathie envers ces jeunes, parce qu'on sait qu'ils vont mourir, pour une cause qui n'est pas la leur. Oui. Deuxième image, sétif. Il y a eu aussi il y a des petits films qui passent comme ça. Il faut veiller tard la nuit, si on veut les avoir. Et l'image, c'est des soldats
qui arrivent au cours de la grande ratonnade, l'immense ratonnade de Sétif. Donc ils arrivent devant une tente de berger, et puis ils hurlent quelque chose. Le berger sort, et il fait froid, même si c'est au mois de mai, c'est la nuit, n'est-ce pas? Et donc il a une espèce de turban qui lui mange la figure, on ne le voit pas. On ne voit pas son visage, on ne voit pas son regard, on ne voit rien. On n'entend pas ce qu'il dit, il ne dit rien. Il n'a pas le temps de dire quelque chose parce que le militaire, il lui met directement une balle dans la tête. Et il tombe comme un tas de chiffons. On a vu, cette image est très... Terrible, oui. terrible. Oui. Et elle est construite parce que nous vivons encore sous l'empire de ces images. Et il faut qu'on sorte de cet empire. S'il faut faire quelque chose, on ne peut pas dire qu'il faut mobiliser les gens, mais comment? Je veux dire, c'est la belle affaire. Tout le monde peut dire cela et le répéter sur tous les tons et sur n'importe quel rythme, d'accord? Mais on sait qu'actuellement, ce n'est pas possible parce que le peuple est frappé d'anomie. Oui. Le peuple a perdu le sens. La population a perdu le sens. Qu'est-ce que vous allez expliquer à quelqu'un dans la rue de lui dire « marche derrière moi et on va remettre l'Algérie debout ». Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre de rencontrer le mur qui nous attend? Je crois, non, surtout pas. Mais il faut d'abord identifier par quoi nous péchons. Qu'est-ce qui nous empêche de... On a des nœuds. Nous avons besoin d'une thérapie. Nous avons besoin d'une thérapie collective. Nous avons besoin de nous sentir aimés les uns par les autres. Nous avons besoin de nous sentir utiles, de nous sentir fiers, de nous sentir... Mais hier, Brahim Snoussi, hier, avant le déclenchement de la Révolution, nous étions dans le même cas, ou pire. Mais cela n'a pas empêché les jeunes Algériens de se mobiliser, de donner leur vie, de donner leur jeunesse, parce qu'ils sentaient que leur dignité était en jeu, que leur liberté. Aujourd'hui, comment se fait-il que nous sommes dans des conditions matérielles autrement plus confortables? Comment se fait-il que nous n'éprouvions plus le besoin de voler au secours de notre pays qui va à la dérive? Il n'y a aucun doute. Ce pays va mourir si nous ne portons pas à son secours. Pourquoi n'y parvenons-nous pas? Alors, quand vous dites que les conditions matérielles sont largement plus favorables, c'est tout à fait vrai, et c'est la preuve que ce n'est pas le problème. Voilà. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème social au sens étroit du terme. C'est un problème de constitution d'une identité collective que nous n'arrivons pas à faire. Notre nation n'est pas encore formée dans nos têtes? Je pense elle est à former. Elle est à former. Elle n'est pas encore formée. Parce que dans une nation formée, on ne se dispute pas sur le choix de la langue. On n'a même pas réglé ce problème. Oui. D'accord? De l'identité, l'identité passe par la langue. La langue est la maison de l'être. Oui. On n'a pas de langue. Nous sommes des SDF linguistiques. On n'a pas de langue propre à nous. Il y a des gens qui parlent français, et puis celui qui parle français, il déteste celui qui parle arabe, celui qui parle arabe, il déteste celui qui parle berbère, etc., etc. Donc on en est encore là. Et je voudrais juste une petite anecdote qui illustre à quel point on dit souvent que ce qui se passe en Algérie, c'est en gros un choc entre l'islamisme et l'armée, etc. C'est une vision d'un simplisme formidable. Mais beaucoup la croient. Moi, je crois que ce n'est pas ça du tout. Je voudrais évoquer le cas d'un intellectuel que vous connaissez tous, qui s'appelle Alloula. Oui. L'homme de théâtre, un grand homme de théâtre. Rabbi Rahman. Allah yarhamah. Alloula était communiste. Il avait un rapport extrêmement lointain avec la religion. Mais je vais raconter cette anecdote. Nous avions constitué en 90, avec un groupe d'intellectuels d'Oran, des listes pour les élections législatives, les élections wilayales et les APC. Et nous avons organisé une campagne. Nous avons tiré des tracts, n'est-ce pas, et on les distribuait aux gens, comme on fait partout dans le monde quand il y a des élections. Et un jour, on s'est dit l'Algérie commençait à tanguer et les choses devenaient de plus en plus dangereuses, de plus en plus hostiles. Et on s'est dit, on va aller au Planteur, qui est un quartier populaire d'Oran, avec nos documents. Et on a été reçus par des jeunes très hostiles, plus que froids, hostiles, vraiment. Et on n'a pas besoin de vos machins-là, on a le Coran, on n'a pas besoin de constitution, pas besoin. Le discours classique qui commençait à monter à l'époque. Et on a été chassés. Et on est parti.
On était 3, on est partis tous les 3. Et le soir, on se retrouvait pour un briefing de la journée. Et donc, on a raconté notre mésaventure. Et Alloula, il n'était pas dans la liste, mais il était membre du comité de parrainage, nous a dit est-ce que vous êtes prêt à y retourner avec moi demain? Si tu veux. Enfin, on n'était pas très fiers. Hein. Le lendemain, on est revenu au même endroit. Et on a rencontré typiquement les mêmes jeunes. Et ils ont vu Alloula. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point il lui marquait de la déférence. Ils ont compris qu'il était des leurs. Il était des leurs parce qu'il les aimait. Oui. Il ne serait pas revenu sinon. Bien sûr que non. Oui. Son théâtre parle d'eux. Oui. Il ne parle pas de machin qui est parti je ne sais pas où, etc. Non, c'est l'Algérie qui était au cœur de sa vie et de son œuvre. D'ailleurs, il a toujours refusé de partir. Alors qu'il était en danger, il a préféré, il a choisi finalement, en quelque sorte, de mourir là-bas. J'ai compris à travers ce que vous nous racontez que l'âme algérienne est encore là, qui palpite, absolument, qui attend juste qu'on la réveille. Absolument. Sadr Sellem vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Sadr. Je vais juste recevoir Khadija Nemar, juriste à Genève, qui va nous dire ce qui s'est passé dans cette histoire du Haut Comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève, en Suisse, où la délégation algérienne a été mise à rude épreuve, pour le moins que je puisse dire. Khadija Nemar, merci d'être avec nous. Allô? Oui, Khadija Nemar, marhaba bik, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à Genève? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Haut Comité des droits de l'homme et de délégation algérienne qui a été pour le moins mise à mal? Alors, ce qui s'est passé donc les 4 et 5 juillet dernier, donc hier et avant-hier, c'était donc l'examen du droit algérien par les experts du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui sont en quelque sorte les gardiens du pacte international du droit civil et politique que l'Algérie a ratifié en 1989. Ce pacte protège l'ensemble des droits reconnus universellement à tout individu du fait de sa dignité humaine, en fait, inhérente à la personne humaine. Et tous les 4 ans, bon là l'Algérie avait un retard de 6 ans, mais tous les 4 ans, chaque État membre des Nations Unies doit passer un examen dans lequel l'ensemble de la mise en œuvre du droit est évalué, et à la fin de cette évaluation, il y a des recommandations. Khadija Nemar, on ne vous entend. Khadija Nemar, on vous entend pas très bien. Je vais vous laisser entre les mains de la régie, en espérant que ça va s'arranger. Je vous reprends dans quelques instants. Sadr Sellem, donc ça a coïncidé avec la fête de l'indépendance hier au comité des droits de l'homme à Genève. Il y a eu beaucoup d'Algériens qui sont rendus là-bas, qui ont été auditionnés. L'Algérie, si tant est qu'on peut dire l'Algérie ou le régime algérien, a été vivement interpellé, montré du doigt pour les graves violations des droits de l'homme. Et donc, ça coïncidait avec la fête de l'indépendance. D'abord, qu'est-ce que nous pourrions dire sur cela? On est obligé de faire un constat d'échec. Nous n'avons pas réussi à bâtir un État de droit, alors qu'on avait tout pour le faire à partir de 1962. Alors, il faut faire tirer la leçon de l'accession à l'indépendance. C'est le résultat de surefforts de gens qui étaient considérés comme des va-nu-pieds. Lacoste, quand il dit cette Hélène de va-nu-pieds, je vais l'écraser et devenir président de la République. Mais elle mettait en difficulté ses parents régulièrement. Donc, pourquoi c'est pas la force matérielle, c'est pas la force numérique ou de la Hélène, c'est ce que Abba Ramzan appelait les forces morales. Lui qui était considéré comme laïcard, etc. Dans les documents saisis sur le mulet de Tazmalt, qui transportait toute la bibliothèque du congrès de la Soumam,
il y avait des extraits d'un livre militaire qu'Abba Ramzan a gardé sur lui au moment où il a fait son service militaire à Blida en 1942. Et il a recopié le chapitre force morale. Ce n'est pas l'armement, ce n'est pas le nombre, c'est la volonté, c'est la foi. Et quand on dit la nation algérienne, non, il faut nuancer. La nation algérienne existe. Elle a été niée par le colonialisme. Le problème, c'est l'État. On a un État-nation quand il y a adéquation entre la nation et l'État. Nous avons une crise de l'État, mais les ministres, là, dont on ne se souvient même pas du nom depuis une vingtaine d'années, les Algériens ne se souviennent pas du nom. Mais quand on les trouve dans les mariages, dans les réunions, ils disent ah, on a tout essayé, mais le peuple n'est pas bon. Et puis, ils font appel à des pseudo-bénabistes de service pour remettre au goût du jour l'idée de colonisabilité, détournée de son sens premier pour dire que c'est la faute au peuple et nous, on a tout fait. Ça, c'est totalement faux. Force est de constater aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que ça nous fasse mal ou non, que le peuple algérien n'est pas là. Ces fameux ressorts dont on nous dit qu'il ne faut jamais désespérer, ce fameux génie du peuple dont il ne faut pas désespérer, on ne le voit pas. Il existe peut-être, il est là à couver sous la cendre. Oui. Mais à un moment aussi crucial, aussi vital, nous sommes en train d'assister quasiment à la disparition de l'Algérie. Si ça continue à ce rythme-là, ça va être... Aujourd'hui, nous avons un mouvement séparatiste. Napoléon qui s'y connaissait... Quand est-ce que nous allons réagir? Napoléon disait, dans tout grand désastre, il y a un grand coupable. Oui. Bon. Oui. Et le grand coupable, ce n'est pas le petit peuple qui est obligé de braver la noyade pour partir. Oui. C'est les gens qui ont les milliards de la Sonatrach, c'est les gens qui ont le pouvoir policier, etc. Mais ces gens-là, ils sont sortis des flancs du peuple, ils ne sont pas tombés de Mars. Oui, mais ils ont trahi... C'est des gens qui sont sortis de nos flancs, ce sont nos enfants, nos frères qui nous ont trahis, d'accord, mais ils ne sont pas venus de nulle part. Nous les avons engendrés. On en arrive à une situation où les milliardaires ont des milices privées qui parfois collaborent avec des services spéciaux officiels pour enlever des gens, les torturer et les tuer. Même en 62, on n'en arrivait pas là. Donc, on a une dégradation. Le Maghrébia commente toujours le jour, des scoops, des révélations, mais on a besoin de synthétiser et de tirer la leçon depuis 92. Parce qu'il y a un tournant, c'est 92. Oui. Boumedienne, on a dit un peu de mal de lui hier, mais il n'est pas comparable aux aventuriers de 92. Boumedienne est un saint. D'abord, il n'y avait pas de corruption. Boumedienne... Il n'y avait pas de corruption, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'argent. Si, il y en avait. Boumedienne, pas autant quand Zegar a obligé Boumedienne à faire venir sa mère de Guelma, alors qu'il ne voulait pas la faire venir, il a été, le dimanche, à l'époque, c'était férié, il a été lui acheter une pâtisserie de 70 dinars. C'est bien là. Il en a parlé au Conseil des ministres. D'après, il a dit... J'ai été dépensier. J'ai fait du gaspillage. Ma mère n'a jamais eu de pâtisserie de 70 dinars. Or, maintenant, il faut répertorier les 7 plaies de l'Algérie comme les 7 plaies d'Égypte. On a le problème du népotisme, le problème du régionalisme. Dans l'extrapolation donne... Mais c'est plus du régionalisme, ça devient du colonialisme. À un point, lorsque vous prenez 80% du gouvernement issu d'un seul village, c'est plus que du régionalisme. C'est terrible. Mais le problème vient de la structure clanique du pouvoir depuis le début. Et quand un clan est mis en difficulté... À un certain moment, c'était le BTS, à un autre moment, c'est les gens de... Le courant sécessionniste est actionné par un clan qui se trouve en difficulté pour régler ses comptes avec le clan adverse. Et tant qu'il n'y a pas un consensus, que les Algériens s'acceptent. Pourquoi je dis qu'après 92, il y a un changement de nature dans le pouvoir. Ce n'est pas un changement de degré dans l'autoritarisme. Je me réfère à un récit que m'a fait Beled Abdeslam. Beled Abdeslam, il était anti-islamiste parce qu'il a été battu par un inconnu. Raïl Kbira. Oui, alors que c'est... Quelqu'un qu'il avait lui-même envoyé en stage de formation aux États-Unis. Oui.
Alors, quand il a été appelé à remplacer Rosalie, il a trouvé le dossier des fonctionnaires titularisés qui étaient dans les camps du Sud et dont on a interrompu le versement des traitements, sans aucun jugement, sans aucune enquête. Il a soulevé ça devant l'HCE. Et il a eu affaire à Nazar. Il lui a dit ce sont des sympathisants islamistes. Donc ça justifie tous les... Oui, et l'État d'Islam lui a dit pour moi, un sympathisant islamiste est un Algérien comme les autres. Et l'autre a réagi vivement, il lui a dit non, ce ne sont pas des Algériens comme vous et moi. Donc on a une grande différence entre quelqu'un qui est issu du mouvement national, qui considère que la nation algérienne est une, même s'il est en désaccord idéologique, et quelqu'un qui a attendu le discours de la paix des braves pour quitter l'armée française et rejoindre l'ALN. Nous allons revenir vers Khadija Neymar. Ensuite, j'aimerais bien que nous puissions parler des perspectives. Et nous demanderons au commandant Azdine aussi de nous dire ce qu'il convient de faire, parce que les Algériens sont en train de lancer de véritables appels au secours, y compris les Algériens qui sont à l'étranger et qui peut-être voient encore mieux puisqu'il y a une sorte de distanciation. Khadija Neymar, je vous laisse poursuivre. Nous ne vous entendions pas très bien tout à l'heure. Khadija Neymar? Oui. Ah, on vous entend mieux. Très bien. Ah, parfait. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, pour reprendre, merci pour l'invitation. Donc, pour expliquer donc, ce qui s'est passé les 4 et 5 juillet dernier, donc hier et avant-hier, c'était l'examen donc, du droit algérien par les experts du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et ce comité est le gardien, en quelque sorte, du pacte international des droits civils et politiques que l'Algérie avait ratifié en 1989. Et ce pacte protège l'ensemble des droits civils et politiques reconnus universellement à toute personne du fait de sa dignité humaine. Donc ce ne sont pas des faveurs en quelque sorte ou des droits venus de l'extérieur, ce sont des droits qui ont été reconnus par l'ensemble des États, qui sont inhérents à toute personne et qui sont donc applicables en Algérie au même titre que la Constitution, qui ont même valeur supérieure à la Constitution. Donc chaque 4 années, chaque 4 ans, tous les États membres des Nations Unies doivent passer cet examen devant le comité. Donc les experts vont évaluer le droit national à la lumière des obligations du pacte et selon la dissonance qu'il y a entre les deux droits, faire des recommandations pour améliorer le droit interne. Les citoyens qui ont porté ces dépassements devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, c'était surtout, je crois, pour des atteintes à la liberté d'expression, des journalistes notamment. Oui, alors donc dans ce processus, la société civile de l'État participe aussi pour qu'il y ait quand même un examen contradictoire, pour que ce ne soit pas uniquement que l'État qui présente ces informations, qu'il y ait aussi la possibilité à la société civile de présenter leur version des faits en quelque sorte. Donc il y a eu plusieurs questions qui ont été extrêmement importantes pendant cet examen. Il y avait bien entendu la question de la liberté d'expression, donc d'opinion et d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de réunion, donc la liberté de manifester pacifiquement, mais aussi le droit des familles victimes donc de violations graves comme les disparitions, les exécutions ou la torture pendant la guerre civile, de même que la liberté de conscience ou encore l'indépendance de la justice, par exemple, ou la participation aux affaires publiques, le droit de participer librement aux affaires publiques. Donc ça couvre tous les droits civils et politiques. Et à la fin de l'examen, disons que nous avions couvert plus ou moins l'ensemble des droits qui sont protégés par le pacte, et il n'y avait pas une seule disposition qui n'était pas problématique en droit algérien. Et les membres du comité ont accordé 48 heures à la délégation algérienne pour répondre. Il semble que la délégation algérienne ait refusé de répondre. Qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme suite ? Alors, il y a plusieurs sortes de réponses. Il y a d'abord les réponses qui sont données, donc l'État algérien a la possibilité de répondre donc in situ pendant l'examen.
Donc vous avez une série de questions, puis la délégation a la possibilité de répondre à chaque question directement. Donc pendant l'examen, les experts n'ont pas du tout été satisfaits des réponses de l'Algérie, tout simplement parce que c'est assez logique. C'est parce que le droit algérien est tellement loin des attentes du pacte international qu'il est quasiment impossible de défendre le droit algérien devant les experts en l'état actuel. Les associations, la création d'associations est contrôlée par l'exécutif, de même que les manifestations sont toujours interdites à Alger et dans le reste du pays et sont réprimées. Les familles n'ont toujours pas eu accès, toujours pas eu leur droit à la vérité et à la justice. Donc les réponses qui avaient été données les 4 et 5 juillet déjà par la délégation algérienne n'avaient pas satisfait du tout les experts, qui ont d'ailleurs qualifié la position de la délégation algérienne d'intenable. Khadija Nammar, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir et de vous réentendre. Merci. Commandant Azdin, je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire mon sentiment. Depuis tout à l'heure, je m'évertue, j'essaye, et avec vous, et avec Brahim Snoussi, et avec Sadr Sellam, et avec Sofiane Gilali, d'essayer de vous faire dire ce que nous devons faire pour demain. Je n'y arrive pas. Nous ne faisons que revenir vers les blessures, vers les plaies, vers des constats, mais nous n'arrivons pas à déployer notre imagination vers ce que nous pourrions faire vraiment, à part de dire le mot mobiliser. Il faut que nous nous mobilisions. Commandant Azdin. Moi, j'ai pas de diagnostic pour guérir le mal que nous vivons aujourd'hui. Mais je peux te donner des éléments, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y a des gens qui disent que Boumedienne c'était mieux, ou la hadi, ou la hadi. Le peuple algérien a fait une très belle révolution, la plus grande. C'est le seul pays arabe à avoir arraché l'indépendance à un pays occidental. C'est-à-dire, lorsqu'on sortait au lendemain de l'indépendance avec notre passeport vert, juste s'il ne se mettait pas, pas en arrière et il saluait l'Algérien. Aujourd'hui, notre passeport est entaché de corruption, de saleté, de sang, etc. Chauffe un mot. Le mal est profond et il vient de loin. En 1962, la zone autonome a reçu Sébouya Farbi Rahmo au Krim Belkacem, le cinéma Dunia Z, près du palais de justice à Alger. Il y a encore beaucoup de survivants. Un cadre a posé la question suivante, le Bodia. Hello, Monsieur le Président, quand est-ce qu'il s'est passé le premier congrès du FLN? Et où s'est-il passé? Bodia, il était d'armes, ça c'est un cadre. Et il a répondu, le cadre, Mohamed Ammar, Monsieur le Président, je ne suis pas fou. Je sais que le premier congrès s'est déroulé le 20 août 1956 à la Soumane. Le congrès s'est déroulé en Kabylie, entouré de postes militaires. Il a duré plus d'1 mois. Pourquoi le dernier congrès ne se déroule-t-il pas dans la capitale de décembre? Le cessez-le-feu existe. Il y a des PIDA.
Et il y a cette belle forêt qui est le peuple algérien qui protégera ce congrès. Et ce congrès-là sera enrichi par les cadres formés dans les maquis, les cadres formés dans les villes, les cadres formés par la Fédération France, Tunisie et Maroc. Et de cette réunion-là, avec les membres cooptés du CNRA, on dégagera une assemblée constituante. Et de cette assemblée constituante sortira un gouvernement d'union nationale. Monsieur Boudiaf, Rabbi yarhamou, Karim Belkacem, Allah yarhamou, ils ont noté, et nous, la zone autonome, on a envoyé la suggestion au CNRA, auprès de Sadiq Ben Yahya, Allah yarhamou. Aucune réponse n'a été donnée. Et je vous reprends la parole, commandant Zine, je suis désolé. Et on a raté. Je suis désolé. On a raté une occasion. Oui, restez avec nous, je suis obligé de vous interrompre parce que nous arrivons bientôt à la fin de l'émission et je dois passer à mes deux autres invités. Brahim Senoussi, qu'est-ce que nous devons faire? Je repose encore la question parce qu'il y a urgence. Je commencerai par dire qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Ou alors? Nous ne devons plus dire le mot « mobilisons-nous ». Parce que ça, c'est des mots creux, et plus ils abondent, et plus les gens sont désespérés. Parce que ça ne veut rien dire pour l'Algérie aujourd'hui, mobilisons-nous. Je fais quoi au juste? Exact. Voilà. En revanche, il y a de la place pour des initiatives. J'ai pensé à une initiative, mais elle était peut-être trop ambitieuse. Pour moi, la décennie noire, c'est une tâche indélébile sur le front de l'Algérie. Et surtout, ce que je ne supporte pas, c'est que ces morts n'aient pas d'identité, n'aient pas de visage, n'aient pas de nom. Et avec un jeune homme qui s'appelle Nazim Maqbal, qui est le fils de Saïd Maqbal, je lui avais proposé cette idée parce que lui aussi était très intéressé par l'idée de faire ressortir de l'oubli ces gens-là qui ont été massacrés sans savoir pourquoi. Ce n'est même pas des martyrs. Parce qu'il y a, vous savez, l'apostrophe de Bossuet, heureux les martyrs. Oui. Ceux qui savent pourquoi ils meurent sont de grands privilégiés. Ces gens-là sont morts sans savoir pourquoi ils mouraient. Et je lui ai proposé de nous lancer avec d'autres dans une aventure qui consisterait à retrouver les identités, les fonctions, les âges, les visages des gens qui ont été massacrés. On a tous des connaissances un peu partout en Algérie, donc on pouvait peut-être constituer une espèce de... catharsis. Shabaka. Catharsis. Ça procède de la catharsis. Et de montrer un nom, un visage. Les gens ne s'attachent pas. Il y a 13 morts. Une anecdote, encore une fois, qui montre l'étendue du désordre dans nos esprits et dans nos âmes. Quand il y a eu cet attentat à Alger contre la résidence de Ain Allah, où habitaient des Français, des gendarmes. 5 Français ont été tués. Des gendarmes. Oui. Des gendarmes français. Et alors le lendemain, tous les journaux, tous, de la première page jusqu'à la dernière, on ne parlait que de la mort de ces 5 gendarmes. Ce même jour, il y avait une brève en bas de page de ces mêmes journaux. 13 villageois ont été massacrés à coups de pelle et de pioche. Nous ne pesons pas la même valeur. Voilà. Et moi, je pense que tant que nous n'avons pas dépassé cela, tant que nous n'avons pas affirmé notre valeur, d'accord, et la reconnaissance de nous en tant qu'êtres humains, nous ne pourrons pas avancer. Nous ne pourrons pas avancer. Il y a un déclic à passer, et je pense que là, nous pouvons, parce que, à mon avis, vous n'aurez aucune peine à mettre tout le monde d'accord autour de ça. On en est arrivé à une situation de néocolonialisabilité qui fait que chacun qui se sent une âme de présidentiable noue des contacts secrets avec une grande ambassade étrangère pour faire avancer. Oui, il se fait nommer par une grande ambassade. Proconsul. Et des fois, aux dépens
de ce qui est acquis par l'indépendance, la guerre. Je me souviens au moment où le Parlement français a voté la loi qui pénalise quiconque conteste le génocide arménien. Les Turcs ont réagi par un film, le génocide français en Algérie. Et les Turcs ont défendu l'Algérie mieux que le Premier ministre de l'époque. Et parce qu'il se sentait une âme de présidentiable, il avait déjeuné avec l'ambassade de France et il a reproché au Premier ministre turc, il lui a dit « Ne vous occupez pas de la révolution algérienne ». Alors que la Turquie, membre de l'OTAN, avait ouvert un bureau pour Amran. Le peuple turc a soutenu la révolution algérienne en tant que peuple musulman. Et lui, il veut, parce que pour les besoins de son ambition personnelle, il veut empêcher qu'on parle de génocide français en Algérie. Alors que l'ALN, à la demande du GPRA, avait fait une demande jusqu'au niveau Nahia, secteur, Mentaka, donnez-nous tous les cas de torture, d'exécution sommaire pour le livre blanc, qui n'a jamais été publié. Oui. Et il n'est jamais trop tard pour publier le livre blanc des crimes français en Algérie. Le commandant Si Mohamed Bonahama appelait l'armée française l'armée du crime, parce qu'elle lui a tué sa mère et sa femme. Il n'avait rien fait. Au titre parce qu'ils n'ont pas pu le capturer, ils lui ont tué sa femme, Douja, et sa mère. Jusqu'en 1960, vous aviez dans la région de Ténès, où tous les jeunes de plus de 17 ans étaient partis au maquis, l'armée française a massacré en un seul jour 170 personnes, des femmes et des enfants. Il faut en parler, mais sous prétexte de faire du business. Quand M. Macron a amené Stora avec lui, il a dit « Je vais vous offrir du numérique et taisez-vous, ne parlez plus de massacre ». Non, il faut publier le livre blanc. Et cette histoire, c'est l'honneur de l'Algérie d'avoir fait preuve d'esprit de sacrifice. Et je suis persuadé que cet esprit n'est pas mort. Personne ne peut tuer l'âme des peuples. On a une accumulation de déviations, de corruption. On a besoin d'une réforme intellectuelle et morale. Nous allons nous arrêter là parce que nous arrivons à la fin de l'émission. J'ai cru comprendre très nettement, depuis tout à l'heure, depuis toujours d'ailleurs, que tout le monde le dit de façon claire ou non, à peine exprimée, que nous avons besoin de faire une thérapie collective, de parler de notre histoire, de la faire vivre, de la faire connaître telle qu'elle est vraiment, pour que nous puissions enfin nous reconnaître et enfin peut-être avancer. Merci, commandant Ezdine, d'avoir été des nôtres. J'espère que vous serez plus souvent avec nous pour parler avec les Algériens et parler avec nous tous, je veux dire. Nous avons été très, très honorés de vous recevoir. Merci à Brahim Senoussi, merci à Sadr Sillam, merci à Khadija Nemmar, merci à Sofiane Jilali et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qala khair, salama.